Bonjour à tous, on se retrouve pour ce forum virtuel de la mobilité étudiante organisé par l'Université Paris-Saclay. Pendant les 20 prochaines minutes, je vous propose de voyager et de découvrir les différents dispositifs qui s'offrent à vous si vous décidez de partir à l'international, que ce soit pour un échange, pour un stage ou bien pour une vie entière. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Taylor. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein d'ESN France. On va revenir dans quelques instants sur les dispositifs justement que propose ESN et l'accompagnement que vous proposez aux étudiantes et aux étudiants qui décident de partir à l'international. En face de vous, nous sommes avec Marin Lerbourg. Bonjour. Bonjour. Étudiant et puis bénévole à ESN qui a déjà effectué une mobilité à l'international. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Lina Swalem. Bonjour. Bonjour. Alors toi, Lina, tu t'apprêtes à effectuer une mobilité au Canada. On va du coup évoquer les différents dispositifs qui peuvent vous permettre de partir. Quels sont les pièges à éviter quand on décide de partir à l'international, et puis comment aussi s'intégrer dans un pays, dans une ville dans lesquelles on a peu d'habitude encore. On va y revenir tout au long de ces 20 minutes de table ronde. Mais d'abord, on va commencer par une partie de présentation. Commençons par vous, Gabrielle. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter ESN en quelques mots? Donc, Gabrielle Taylor, je suis coordinatrice projet de sensibilisation à la mobilité au sein de ESN France. Donc, j'y travaille. On a 37 associations locales qui travaillent sur deux missions principales. La première étant l'accueil des étudiants internationaux pour qu'ils puissent passer une année de mobilité riche, etc. Et la deuxième mission, c'est vraiment la sensibilisation à la mobilité internationale, donc qui vise à expliquer ce que c'est la mobilité internationale, donner envie aux jeunes Français de partir à l'étranger, et voilà. Et c'est déjà beaucoup. Alors, Lina, raconte-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que tu étudies et puis où est-ce que tu t'apprêtes à partir? C'est le Canada, c'est ça? C'est ça. Alors là, tout de suite, je n'étudie pas. J'ai fini ma licence du coup d'anglais en juin dernier. Et je me réoriente sur une formation professionnelle en infographie dans une école à Montréal. Voilà. Et alors pourquoi avoir choisi Montréal, le Canada, pour faire cette licence? Parce que de l'infographie, on peut aussi en faire en France. C'est vrai. Le Canada, parce que dans les petits voyages que j'ai pu effectuer par le passé, c'est le pays qui m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, j'ai envie de passer plus de temps là-bas, voir comment la vie est. Au quotidien. Au quotidien, c'est ça. Et pourquoi une formation là-bas? Parce que j'ai découvert que pour les citoyens français, les formations professionnelles au Québec sont gratuites. D'accord. Donc je ne paye pas mes études. Et ça, comment tu l'as découvert justement? Par le biais d'un site qui s'appelle pvtiste.net, parce qu'à la base je faisais mes recherches pour partir en PVT, donc en permis vacances-travail, toujours à Montréal. Et je suis tombée sur l'onglet Bon Plan. Et j'ai vu formation gratuite, je me suis dit mais ça a l'air super, super intéressant. Et donc j'ai fait quelques recherches et j'ai adoré. Et alors tu nous disais, le Canada, ça t'a marqué dans tes voyages personnels. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as aimé quand t'es allé là-bas? Alors je saurais pas trop l'expliquer. C'était une ambiance générale. En fait c'était le parfait entre deux. Entre la taille Amérique du Nord, enfin tout ce qui est à grande échelle, et la culture imprégnée par la France, enfin influencée par la France. C'était ce parfait entre deux, parce que j'avais visité les États-Unis, je viens de France, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée. Gabrielle, dans ce qu'on entend, il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a cette question du choix de la destination, où partir. Et là, c'est un coup de cœur personnel. On connaît un pays, on a envie d'y retourner et d'approfondir l'expérience. La deuxième chose, et on va y revenir aussi, c'est la question des bons plans. C'est que d'un seul coup, on se documente, on se renseigne et on découvre que c'est gratuit. Pour le choix de la destination, justement, c'est quoi en général les conseils que toi tu vas donner aux étudiants? Ça dépend du type de mobilité qu'ils veulent effectuer. Moi, je pars d'abord du type de mobilité avant de parler de la destination. Donc si ça va être un Erasmus, par exemple, on va se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de valoriser? Quand je vais rentrer de ma mobilité, qu'est-ce que je vais vouloir valoriser? Est-ce que c'est une licence à l'étranger, des matières qu'il n'y a peut-être pas en France? Est-ce que c'est peut-être aussi la langue, forcément? Donc ça dépend. Quelqu'un qui a envie d'apprendre l'anglais va pas forcément partir en Espagne, c'est sûr.
Donc, on parle plus du type de mobilité. Après, la destination, il va y avoir des personnes qui vont vraiment avoir envie de changement, qui vont avoir envie de partir loin, d'être vraiment dépaysées. Et au contraire, des personnes qui vont être des étudiants un petit peu plus peureux, mais j'aime pas forcément ce terme, mais un peu plus, voilà, qui vont avoir envie de partir à seulement 2 heures d'avion pour pouvoir rentrer de temps en temps. Voilà, quand on fait une première mobilité, c'est sûr que partir super loin, tout de suite, ça peut faire peur. Donc, on fait les choses par étapes. Alors Marin, justement, toi, t'étais plutôt dans la team pas trop loin de chez moi ou dans la team baroudeur, je veux tout plaquer? Moi, c'était surtout baroudeur parce que j'avais jamais fait de mobilité avant de terminer mon DUT en gestion. Et du coup, j'ai eu l'envie de partir vraiment loin, de découvrir une nouvelle culture. Et du coup, pour moi, ça pouvait pas concerner l'Europe, ça concernait surtout l'Asie parce que même pour l'avion, par exemple, c'est pas vraiment 2 heures, c'est plus 8 heures, voire passer toute la nuit, de toute façon, à l'intérieur. Et du coup, ouais, un peu plus baroudeur. Je voulais vraiment voir quelque chose de différent, tant que ça soit au niveau de la langue ou même de la culture, comment les gens vivent au quotidien. Et du coup, je voulais vraiment passer une année complètement coupée de la culture européenne. Alors, tu as réussi à maintenir le suspense jusqu'au bout. Dans quel pays t'es parti, toi? C'était en Corée du Sud. D'accord, Corée du Sud. Alors, pourquoi la Corée du Sud? Tu le dis, envie de dépaysement, envie de découvrir de nouvelles choses. Tu parlais coréen? Pas avant de partir. Ok, donc, aucune base de coréen? Si, pour lire. D'accord. Si, pour lire l'alphabet. Si. Ok, mais c'est tout. Ouais. Et alors justement, parce que ça c'est la question d'après, on arrive comme ça dans un pays où en plus on maîtrise pas la langue, où on maîtrise peut-être pas non plus les coutumes, la manière de vivre locale. Comment ça se passe les premiers jours? C'est dépaysant? C'est vraiment impressionnant parce que je trouvais du coup plus du tout de français, c'était tout en anglais. Alors j'avais de la chance parce qu'en Corée du Sud il y a quand même beaucoup de panneaux d'indications en anglais. Mais ce qui était surtout intimidant, c'était parce que je suis parti au tout début du Covid. Et du coup, au niveau des mesures sanitaires, on était beaucoup pris en charge. J'ai eu à faire, ça fait un peu peur, mais j'ai dû à faire une quatorzaine au sein même de l'université où j'allais. C'était assez strict. Du coup, les premiers jours, j'ai pas vraiment pu sortir, j'ai pas vraiment pu voir des choses. Mais dès que ça a été fini, j'ai tout de suite pu aller visiter les plages, aller faire des petites rencontres, visiter un peu. Donc après cette quarantaine, c'était terminé. C'est intéressant aussi là, Gabriel, de voir que dans une mobilité, bah oui, on peut aller vers des choses qu'on connaît un petit peu, on parle allemand, on va en Allemagne, mais qu'on peut aussi complètement se lâcher et aller dans un univers qu'on connaît pas. Et c'est souvent aussi des très belles expériences. Oui, c'est souvent des très belles expériences. Après, voilà, il faut aussi faire attention. Il faut se préparer avant. Il faut quand même arriver et être quand même être le plus préparé possible pour être le moins stressé possible, on va dire ça comme ça. Ne serait-ce que pour tout ce qui est choc culturel, etc., ça peut quand même faire peur. Donc le mieux on est préparé avant, le mieux ça va quand même se passer. Mais oui, en effet, on peut partir complètement à l'aventure et c'est toujours des super expériences. Et c'est toujours très, 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 très enrichissant quand on rentre aussi. De pouvoir parler de sa mobilité, de pouvoir témoigner de sa mobilité quand on rentre, de donner envie ensuite aux autres personnes de refaire la même chose, de faire la même chose que ce qu'on a fait, et de valoriser ça aussi d'un point de vue académique et professionnel. Après. Justement, qu'est-ce que ça apporte dans une vie personnelle, professionnelle, scolaire, le fait comme ça de partir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'est-ce que ça permet? Ça permet ce qu'on va dire une valorisation des soft skills. Alors on dit ça comme ça va être pouvoir parler un peu mieux et donner une explication à certaines choses. Par exemple, je suis devenue plus autonome. Souvent, on n'a pas d'explication. On dit oui, je suis autonome, mais on n'a pas de justification derrière. Et là, la mobilité, elle vient justifier ça. Oui, je suis autonome, forcément, j'ai passé 1 an en Corée du Sud, c'est sûr qu'on devient plus autonome, qu'on devient plus indépendant, qu'on devient plus ouvert d'esprit, plus créatif aussi. Et ça, on a vraiment, du coup, souvent, on a du mal en fait à expliquer ces soft skills, et ben là on a une justification derrière qui peut, une explication en fait. Voilà, donc c'est bien. Et alors justement, quand toi tu te retrouves en Corée, il y a eu un moment de bascule où tu t'es dit bah voilà, là il faut que j'assume, faut que je fasse ça moi-même. Par exemple la recherche d'un logement, j'imagine que c'est pas une mince affaire quand on arrive comme ça dans un pays. Le fait de devoir se nourrir tous les soirs et de trouver les bons produits et de réussir à se comprendre, tout ça, cet échange, tu l'as ressenti?
Au niveau du logement, pas vraiment, parce que j'ai pu partir, j'ai pu rester dans un dortoir. Il y avait des dortoirs sur le site de l'université. Après, par contre, je l'ai eu tout de suite en arrivant, parce que par quelques maladresses, j'ai pas pu aller au dortoir habituel où vont tous les Européens, on va dire. J'étais vraiment dans un dortoir où il y avait que des Asiatiques. Donc, j'étais un peu en permanence dans cette culture, que ce soit juste pour vivre, avec des colocataires que j'ai pu avoir, ou même pour manger. Donc, au quotidien, ouais. Et puis même, souvent, ce qu'on dit, c'est sûr qu'il vaut mieux pas rester avec des personnes de la même langue, avec des Français ou même des francophones, parce que, bah, on dit, inquiétez pas, on va parler anglais, mais au final, on le fait pas trop. On reste plus à parler français. Et du coup, moi, j'ai plus fait le choix de vraiment m'écarter de tout ça. Au premier semestre, j'étais plus avec des amis internationaux, donc j'avais beaucoup de contacts, mais en même temps, on faisait beaucoup des choses un peu classiques qu'on peut faire tous ensemble, on fait une excursion, etc. Par contre, au deuxième semestre, c'était vraiment différent parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient déjà rentrés dans leur pays. Et au final, au lieu de rester un peu plus isolé qu'avant, j'ai préféré complètement m'ouvrir, aller faire des choses plus solitairement, mais par contre, c'était beaucoup plus enrichissant. Donc, je suis content des choix que j'ai pu faire sur place, alors que c'est sûr que il n'y avait rien de facile. Ouais. Et aujourd'hui, le coréen, tu le maîtrises parfaitement? Bah, un peu mieux. Un peu mieux. J'ai peut-être pu avoir un niveau A2, on va dire. Pas vraiment au niveau de la compréhension orale, plus au niveau de l'écrit. D'accord. Ouais, un peu mieux. Raconte-nous un petit peu, toi, Lina, tu t'apprêtes à partir, c'est quand le grand départ? Le 14 décembre. 14 décembre, Ouais. c'est déjà une date importante, t'as les billets d'avion, t'as J'ai tout. les billets d'avion, j'ai tous mes papiers en ordre, enfin pour ce qui est à faire avant de partir. Donc là, juste, j'attends et il me reste juste à trouver un logement. Probablement plus en colocation, parce que au vu de mes moyens. Et à finir d'économiser tout l'argent que je dois avoir avant de partir. Parce que ça fait partie de la checklist, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, j'ai une question. Moi, c'est vrai que, ayant fait moi-même une mobilité à l'international dans le cadre de mes études, j'avais eu un sentiment qui était un sentiment hyper, à la fois grisant, inquiétant, exaltant. C'était celui de la grande inconnue. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que dans toute ma scolarité, tout était plus ou moins tracé. Je vais rentrer en première année, bon voilà, je serai dans telle ville, je prends un logement là. Tout était clair pour moi. Et là, d'un seul coup, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit, mince, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas qui je vais rencontrer, j'ai aucun cadre. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Totalement. Et j'en parle régulièrement avec mes amis parce que du coup, je vais devoir les quitter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu j'ai l'impression d'être en apnée ou en train de retenir ma respiration comme si j'allais sauter d'un avion non mais en parachute, en parachute, ouais. avec un parachute. Non mais sans savoir où tu vas atterrir. c'est ça en fait, c'est de se dire j'ai aucune idée de ce que ça fait de partir seule, alors que c'est vrai, Montréal je connais déjà. J'ai quelques amis là-bas, mais est-ce que je vais les voir tous les jours? Probablement pas. Je vais être dans une école où je connais personne, je sais pas comment l'école là-bas se passe. Et du coup, oui, en fait, c'est à la fois terrifiant et exaltant, comme tu disais. C'est un peu ça, en fait, aussi la mobilité. Oui, on va dans un autre pays, mais finalement, on peut être habitué à voyager, on a son petit confort, on reste un temps, on sait qu'on va revenir. Là, c'est vraiment se dire, je vais me plonger, je vais me confronter à quelque chose qui me dépasse et qui va me transformer. Oui, tout à fait. Et qui va me transformer, c'est super intéressant de dire ça, qui va me transformer, et surtout quand Lina va rentrer, parce que ce sera une personne différente. Ouais. Et peut-être avec des envies différentes aussi. Des envies différentes, une vision du monde différente, des envies professionnelles, académiques qui auront peut-être aussi changé. Donc ouais, transformation. Et peut-être même qu'elle ne va pas rentrer puisqu'elle va s'installer là-bas. C'est des choses qui arrivent aussi. Toi justement, Mara, est-ce que t'as perçu toi-même ou tes proches, tes parents, tes amis, quand t'es rentrée, t'ont dit ah bah tiens, t'es un peu différent là-dessus. Qu'est-ce qui a changé en toi, tu penses? Moi, c'est surtout découvrir ce qui me plaît vraiment de faire, que ce soit au niveau des loisirs. Par exemple, j'ai découvert que j'aimais beaucoup faire des randonnées, et notamment tout seul. Mais après, au niveau professionnel, c'est plus au niveau du bénévolat, parce que j'en avais un petit peu fait avant, mais c'était très limité. Et là, dès que je suis rentré,
Alors, j'en faisais déjà un petit peu avant de partir. J'avais déjà rejoint une association qui s'apprêtait à devenir justement ESN. J'avais déjà rejoint ça avant de partir. Mais là, quand je suis rentré, j'ai pu faire plus de rencontres en physique, etc. C'est plus intéressant. Et puis même au niveau de mon projet professionnel, je fais des études d'entrepreneuriat. Donc j'ai envie d'avoir ma propre entreprise. Et justement, j'ai envie que ça soit plus tourné vers un monde étudiant parce que je comprends peut-être un peu plus maintenant les difficultés qu'on traverse, notamment ce que j'ai pu voir à l'étranger. Donc c'est tout un tas de choses qui forment la jeunesse et qui sont à vie. Alors Gabriel, on va parler aussi d'ESN, parce que là on a parlé un petit peu des mobilités, mais comment concrètement ESN va accompagner les étudiants dans leur mobilité, déjà en étant présent un peu partout dans le monde? Oui, voilà, déjà ESN, c'est une association internationale. On a ESN international, et ensuite chaque pays a son association nationale, et ensuite il y a des associations locales. Donc déjà, être auprès des étudiants, faire de la sensibilisation, avoir des stands de sensibilisation avec, voilà, on a quand même des outils, on a ce qu'on appelle un passeport de la mobilité, on a le site internet Ticket pour le monde aussi, qui recense un petit peu tous les types de mobilité qui existent, et puis qui explique un petit peu comment trouver un logement, comment trouver une bourse, parce que parfois on se dit, et certains étudiants vont se dire, ah non, mais en fait j'ai pas les moyens de partir, donc parce qu'ils ne connaissent pas l'existence de cette bourse-là, et de cette bourse-là, enfin il y a plusieurs moyens de financer une mobilité, et il y a des solutions. Et quand on se rapproche d'une association ESN, on est aussi là pour essayer de trouver des solutions et surtout pour donner l'information. En fait, c'est en ayant l'information que ces jeunes vont pouvoir, une fois qu'ils ont l'information, pouvoir se décider ou non. Et c'est ce manque d'information qui fait que tous les jeunes peut-être ne partent pas. Ouais. Voilà, c'est vraiment le sujet le plus important pour nous, c'est ce manque d'information et c'est pallier ce manque d'information. Et justement, il y a des outils, tu le disais à l'instant, le passeport de la mobilité, le site web Ticket pour le monde, toutes ces plateformes-là. Et puis, on a aussi la possibilité à ESN de partir tout en restant chez soi, ou en tout cas de vivre une expérience internationale en étant sur son campus. C'est le système de buddy, c'est-à-dire qu'on peut devenir le buddy d'un étudiant international, parce que c'est vrai que quand on part, on est un peu l'international du campus, parfois on a du mal à interagir avec certains, et quand on est dans sa fac, on peut voir aussi des étudiants internationaux vers qui on va pas forcément aller, parce qu'on sait pas combien de temps ils vont rester. Le but du buddy system, c'est vraiment de dire, on va réunir les nationaux, les internationaux. Oui, c'est une plateforme de matching entre étudiants internationaux et étudiants locaux pour permettre un meilleur accueil de l'étudiant international. Et oui, et c'est aussi une manière pour l'étudiant local de s'imprégner d'une autre culture en parlant, en discutant, et peut-être même qu'en passant son année à aider et à se faire ami avec cet étudiant international, il va se dire, ok, finalement, septembre prochain, moi aussi j'ai envie de vivre la même expérience que mon buddy et j'ai envie de partir. C'est quoi les raisons qui peuvent pousser des étudiants à se dire j'ai un peu, je sais pas, j'ai pas envie d'aller à l'international. Il y a peut-être la peur de louper un peu une partie de son cursus, de se dire oui, mais alors au troisième semestre de la deuxième année, il y a pas de troisième semestre, mais le deuxième semestre de la deuxième année, il y a quand même ce cours de droit des affaires. Si je l'ai pas, est-ce que je vais avoir le même diplôme, etc. C'est un peu le FOMO, le fear of missing out des choses de son cursus. Ça, on peut rassurer en disant, mais de toute façon, vous allez suivre des cours, si c'est dans le cadre Erasmus ou si c'est dans un autre cadre, vous aurez des cours quand même. Oui. Et oui, on rassure en disant, c'est des cours quand même. Et puis même si peut-être qu'il y a un cours qu'on n'a pas, on n'arrive pas à trouver un cours équivalent, etc., on dit toujours, mais quand on rentre de mobilité, c'est pas grave si ce cours-là, vous l'avez loupé. Tellement la mobilité en soi est enrichissante et tellement c'est un levier et quelque chose à valoriser sur le CV aussi et dans les lettres de motivation. Peut-être encore plus important que ce cours-là qu'on a peur de louper. La deuxième appréhension qu'on peut avoir, c'est une question aussi de zone de confort, de se dire moi je suis bien, je me suis fait une bande de potes, c'est pas facile en plus parfois quand les amphis sont bondés. Là on va remettre tout ça en question, va falloir redevenir le petit nouveau, la petite nouvelle, ça peut faire peur aussi. Qu'est-ce que tu dis toi aux étudiants qui ont cette appréhension-là? Moi je leur dis vous allez chercher ESN dans l'université dans laquelle vous allez. Non, on peut rassurer en disant que tout va bien se passer et que de toute façon, il y a d'autres étudiants internationaux. Ça, c'est aussi important. On n'est pas le seul étudiant international à aller dans cette nouvelle université à l'étranger. Il y a plusieurs étudiants internationaux. Il y a quand même des dispositifs au sein des universités qui sont mis en place et notamment énormément d'associations locales. Donc moi, je leur dis, informez-vous avant de partir.
concernant ces associations qui peuvent vous aider. Lina, toi justement, est-ce que tu as d'autres appréhensions que celles qu'on a évoquées ? Honnêtement, pas tant que ça, au point où j'en suis dans ma préparation. Parce que bon, je suis qu'à 2 mois, donc j'ai déjà vu tout le côté administratif est réglé. En ce moment, du coup, je travaille pour économiser parce qu'il y a le gouvernement canadien demande une somme minimale à avoir pour. C'est combien ? C'est 15 000 $, je D'accord. crois, pour la première année. Moi, je vise 10 000 € avant de partir. Ce qui peut être un frein et poser problème. Du coup, j'ai décidé depuis que j'ai validé ma licence de travailler à temps plein en tant que vendeuse. Donc j'y suis presque, mais sinon j'ai pas d'appréhension, mis à part est-ce que je vais atteindre les 10 000. C'est cette petite appréhension. Après, il y a d'autres dispositifs qui peuvent exister, Aussi. des bourses, des prêts bancaires, il y a des choses comme ça. Donc cette question financière ne doit pas être trop un frein. Ça ne devrait pas être trop un frein, malheureusement ça l'est encore beaucoup. Parce que ce manque d'information, et parce que aussi il est vrai que par exemple la bourse Erasmus, c'est la même pour tout le monde. Donc qu'on aille en Roumanie ou qu'on aille à Londres, bon maintenant plus Londres c'est plus trop possible, mais qu'on aille dans un pays un peu plus cher du nord de l'Europe par exemple, ça va être le même montant. Et donc ça va être un peu plus compliqué pour certaines personnes qui ont envie d'aller dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas le même. Mais ça reste un frein. Encore une fois, il faut s'informer, et il y a des solutions, mais c'est des solutions qui sont personnalisées en fait en fonction de la personne. Le prêt bancaire, c'est une solution. Après, il y a des étudiants qui vont se dire non, j'ai pas envie. Bon, voilà, c'est chaque personne a sa solution. Il faut trouver une solution pour chaque personne en fait. Et alors toi, Marin, qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant que tu es parti, maintenant que tu as eu cette expérience à l'international ? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ? Notamment ma vision de comment préparer de ce genre de départ, parce que c'est sûr que moi quand je suis parti, l'université avec notamment le service des relations internationales, elle pouvait aider un peu, elle faisait des conférences, on avait de la chance d'avoir des conférences sur par exemple les bourses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'avais aussi la chance d'avoir tout un grand panel d'endroits pour aller. Mais par contre, c'est vrai que derrière, il manque beaucoup d'informations, il manque des possibilités d'essayer d'écarter les craintes qu'on peut avoir, peuvent être toutes différentes pour tout le monde. Il y a aussi l'inclusivité, par exemple, le fait d'habiter d'avoir des conditions de vie pas forcément très idéales avec les parents, par exemple. Donc je pense qu'il faut l'importance des salons, par exemple, ou l'importance d'aller dans des conférences qu'on nous explique. Ça peut vraiment être le levier qui manque dans les universités ou même dans le monde du travail. Et je pense que par exemple, si je refaisais une mobilité, je ferais vraiment attention et je m'informerais plus avec d'autres systèmes. Et ESN par exemple, ça peut être une bonne idée. Et ben voilà, ESN et puis ce forum virtuel de la mobilité étudiante qui vous permet de découvrir les opportunités que vous avez pour partir à l'international. On arrive à la fin de cette table ronde. Avant de nous quitter, je vais vous demander à tous, face à votre caméra, d'adresser un dernier message à celles et ceux qui nous regardent. Un message pour les encourager à partir. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Peut-être qu'est-ce que vous auriez eu envie qu'on vous dise avant que vous décidiez de partir. On commence avec toi, Lina. Quel message tu as envie d'adresser face caméra à celles et ceux qui nous regardent ? Je pense que la chose que j'aurais le plus aimé qu'on me dise, c'est qu'il faut arrêter d'hésiter. Que si j'en ai envie, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas et que je devrais absolument partir. Marin, quel dernier message tu as envie d'adresser à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de partir, qu'on est pris en charge, qu'il y a plein d'organismes qui sont là pour nous aider et que la seule limite, c'est nous-mêmes et qu'il faut savoir la dépasser parce que c'est des occasions uniques de vraiment profiter de la vie et de se développer. Et toi, Gabrielle, ton ultime bafouille pour faire un clin d'œil à nos amis canadiens ? Moi, je dirais que ça va transformer vos vies, ça va transformer qui vous êtes, et quand vous rentrez surtout, ça va vous permettre d'avoir une vision du monde beaucoup plus large, une ouverture d'esprit incroyable qui va vous permettre d'évoluer dans le monde professionnel et académique beaucoup plus facilement.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus pour cette table ronde dans le cadre du forum virtuel de la mobilité étudiante. Gabriel, si les étudiantes et les étudiants veulent plus d'informations autour des dispositifs de ESN, comment ils peuvent se renseigner ? Le site de ESN France, esnfrance.org. Et puis surtout le site Ticket pour le Monde, ticketpourlemonde.fr. Voilà. Avec tous les types de mobilité, les bourses, les logements. Aussi ça va vous permettre aussi de voir un petit peu les dispositifs pour les étudiants en situation de handicap. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Voilà, inclure le plus de personnes possible dans ces mobilités. Donc on a aussi un site spécialisé à destination surtout des étudiants en situation de handicap. Voilà. C'est le site web IMD, c'est ça ? C'est ça. Mobility with Disability. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde et à très bientôt sur les réseaux sociaux.